Au début, ils ne prenaient pas la Terre au sérieux. Pour eux, nous n'étions qu'une planète perdue parmi d'autres, à la périphérie du secteur JA-19, à peine au-dessus de la technologie préquantique, sans accès connu aux trous de verre et dont la population se disputait encore les frontières, le climat et la couleur du drapeau. L'Empire galactique avait catalogué notre existence il y a près de 2 siècles et nous considérait comme non essentiels à une expansion future. Mais c'était avant l'incident de Lunaris, avant le message, avant que la Terre ne décide de se lever et de dire à l'univers « Ça suffit !» Tout a commencé par un événement unique, un accident diplomatique, prétendait-il. Un vaisseau de reconnaissance de l'Empire, le Jacarandown, a quitté l'hyperespace juste à l'extérieur de l'orbite de Pluton, violant les protocoles de quarantaine planétaire que la Terre avait discrètement mis en place 1 an plus tôt. Nous n'avions jamais entendu parler de ce protocole aux informations, pas à l'époque. La plupart d'entre nous considéraient encore la NASA comme l'autorité suprême de l'espace. Ce que nous ignorions, c'est qu'après l'incident de 2083, le soi-disant « silence de Mars », où notre premier avant-poste martien s'est éteint, la Terre avait discrètement renforcé ses capacités de défense spatiale en investissant des ressources dans un programme fantôme appelé Projet Aegis. L'Objakaran ne répondait pas aux appels. Il se contentait d'avancer, scrutant et enregistrant. C'était un test, une sonde pour évaluer les progrès de la Terre. Et lors de ce test, l'Empire commit sa première erreur. Ils sous-estimèrent la paranoïa de l'humanité. La seconde fut un excès de confiance. La Terre tira la première. Pas un missile, pas un laser. Non, nous leur avons envoyé un message. Pas via les communications standards de l'Empire non plus. Nous avons piraté leur réseau de diffusion, forçant chaque relais impérial entre ici et le Nexus d'Orion à diffuser une phrase en boucle unique dans plus de 400 langues. Ce territoire est désormais fermé à toutes les entités non terriennes. Toute violation sera considérée comme un acte de guerre. Cela les a choqués. L'Empire n'avait pas l'habitude d'être traité ainsi, surtout pas par ceux qu'il considérait encore comme une espèce juvénile. Troisième erreur, ils ont envoyé un émissaire diplomatique escorté de navires de guerre. Le matin du 4 mai 2091, une flotte de 27 vaisseaux de l'Empire pénétra dans notre système solaire, sous prétexte d'établir un dialogue. Le monde l'ignorait. Le citoyen lambda sirotait son café matinal, parcourant les fils d'actualité, l'air pessimiste, ignorant qu'une guerre interstellaire était à portée de main. Mais les responsables du projet Aegis étaient prêts. Ils n'ont pas lancé de vaisseau. Ils ont activé le réseau. Personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait à l'époque. Le projet était en développement depuis 2509, fruit d'une collaboration entre des physiciens voyous, des ingénieurs en IA exilés et une alliance clandestine de nations lassées d'être marginalisées par la bureaucratie du maintien de la paix. Le filet n'était pas qu'un simple bouclier, c'était une déclaration. Alors que la flotte impériale s'approchait à portée de frappe de la Lune, tous les vaisseaux de l'armada perdirent leur puissance. Lumières vacillèrent, moteurs s'éteignirent, systèmes d'armes furent mis hors service, panne totale. Dans le silence de mort de l'espace, ils flottaient impuissants, prisonniers comme des insectes dans l'ambre. Et puis vint le deuxième message. Vous avez violé l'espace terrestre.
Vous allez maintenant revenir informer vos maîtres. La terre n'est plus votre frontière. La terre est souveraine. La terre est armée. La terre est éveillée. Le message n'a pas été envoyé par les Nations unies. Il n'a pas été signé par un président ou un premier ministre. Il a été signé tout simplement par l'humanité. Pour la première fois de mémoire galactique, l'Empire fit demi-tour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête jamais. Ce n'était que le premier coup d'une longue et périlleuse partie. Et la Terre, elle avait plus d'atouts dans sa manche qu'on aurait pu l'imaginer. Le silence qui suivit le retrait fut plus fort que n'importe quel cri de guerre. Dans les semaines qui suivirent le retrait humiliant de l'Empire de l'espace terrestre, la galaxie retint son souffle. L'Empire, hégémon millénaire qui avait écrasé des centaines de civilisations, s'était retourné aux portes d'un monde insignifiant et poussiéreux, sans tirer un seul coup de feu. Et la Terre, ce même trou perdu, avait fait une déclaration si audacieuse, si absolue, qu'elle avait forcé l'ordre galactique à remettre en question ce qu'il venait d'observer. Au sein de l'Empire, la panique s'est répandue sous la surface comme une pourriture. À l'extérieur, leurs responsables ont ricané, attribuant l'incident à une panne de courant temporaire. Mais à huis clos, ils ont analysé la télémétrie, relancé les boucles de données et examiné les effets persistants de ce que la Terre avait déclenché. Leurs conclusions étaient terrifiantes. La Terre avait développé une technologie que l'Empire ne comprenait pas. Le pire, c'était le silence qui s'était emparé de la situation. L'humanité avait progressé sous leur radar, tel un prédateur au sommet de la chaîne, se faisant passer pour une proie jusqu'à ce qu'il puisse frapper. Le réseau n'était pas qu'un champ localisé. Les relevés télémétriques montraient que ces effets s'étendaient sur un rayon d'un demi-million de kilomètres. Les schémas énergétiques étaient incompatibles avec les interférences gravitationnelles ou électromagnétiques classiques. Les plus brillants cerveaux du technotium de l'Empire admettaient, à voix basse, que ce que la Terre utilisait n'était même pas censé être possible. Mais tandis que la galaxie murmurait, stupéfaite, incrédule, la Terre elle-même ne célébrait pas. Du moins, pas publiquement. Derrière des portes closes, les dirigeants de l'humanité, dispersés entre la coalition profonde, le conseil de surveillance terran et les vestiges des anciens blocs nationaux, se réunirent dans ce qui allait devenir l'accord de Zurich. Pour la première fois depuis 2 siècles, l'unité régnait, une compréhension commune que l'heure du jugement était arrivée. Nous avions attisé le dragon, et maintenant, il fallait se préparer à l'incendie. La générale Marissa Coyote, architecte du projet Aegis, devint la figure centrale de la doctrine de défense de la Terre. Elle n'était pas une politicienne. Elle ne se prêtait pas aux jeux médiatiques. Mais c'était le genre de personne qu'on écoutait quand le ciel commençait à s'assombrir. Ancien stratège des opérations secrètes devenu physicien rebelle, Coyote avait passé les 30 dernières années à préparer le jour où l'humanité serait retrouvée. Et surtout, le jour où l'humanité devrait dire à la galaxie de reculer. Lors d'une réunion d'urgence confidentielle diffusée uniquement aux principaux nœuds gouvernementaux et militaires, Coyote n'a pas mâché ses mots. Nous ne sommes pas en sécurité, pas encore. L'Empire a battu en retraite, certes, mais pas par peur de nous, pas encore. Ils se regroupent, calculent, cherchent une faille.
Nous avons leur attention maintenant, ce qui signifie qu'ils reviendront, et la prochaine fois, ils n'enverront pas de diplomates, mais des exterminateurs. » Elle se retourna et tapota l'holocarte qui zooma pour afficher la bordure intérieure du territoire connu de l'Empire. Des fusées rouges marquèrent des dizaines de nouvelles mobilisations. Vaisseaux, stations, groupes de troupes. « Nous avons 3 choix, poursuivit-elle. 1. Se soumettre. Implorer la clémence. 2. Fuir. Se cacher dans notre système solaire et attendre d'être brûlé. Ou 3. Combattre. Nous ne nous contentons pas de défendre. Nous combattons intelligemment. Nous combattons haut et fort. Et surtout, nous combattons d'une manière qui les amène à se demander si cela en vaut la peine. L'accord de Zurich a été voté à l'unanimité. Option 3. Ainsi est née la directive humaine, une initiative mondiale visant à militariser chaque once d'innovation imprévisible de la Terre. Des scientifiques ont été retirés de chaque pays, de chaque laboratoire privé, de chaque installation orbitale. Des intelligences artificielles, enfermées sous des interdictions éthiques, ont été remises en service dans le cadre d'accords symbiotiques contrôlés. L'intelligence cybernétique fusionna avec la volonté humaine pour former ce qu'ils appelaient des systèmes de guerre adaptatifs, des machines conçues non pour la force brute, mais pour le chaos asymétrique. L'humanité avait toujours été connue pour une seule chose: transformer le désespoir en invention. Et l'Empire. Il était bâti sur la prévisibilité, l'ordre, les processus et l'obéissance. Nous étions tout le contraire. Pendant ce temps, dans les coulisses obscures du pouvoir galactique, l'Empire convoquait son haut stratégium impérial, un conclave secret réunissant les 12 plus puissants seigneurs de guerre, scientifiques et prophètes du Dominion. Ils débattaient de la manière de gérer l'anomalie terrestre. Certains voulaient anéantir la planète, la vitrifier hors de son orbite et mettre fin au problème avant qu'il ne se métastase. D'autres ont mis en garde contre le risque qu'une telle manœuvre ébranle la perception d'invincibilité impériale. Après tout, s'ils devaient détruire un monde primitif juste pour sauver la face, quel serait le résultat de leur force? Une troisième faction, bien plus calculatrice, proposait une tactique différente: l'infiltration. Ainsi, tandis que la Terre se fortifiait, l'Empire envoya des agents, des métamorphes conçus pour le mimétisme, capables de se déguiser en humains jusqu'au niveau cellulaire. Ils furent disséminés dans des villes clés de la Terre: Hong Kong, Lagos, São Paulo, Londres, New Chicago. Leur objectif: recueillir des renseignements, identifier les faiblesses et saper la cohésion de la Terre. Ils échouèrent. Un par un, les métamorphes furent découverts, non par les gouvernements, mais par des citoyens ordinaires. Il s'avéra que l'être humain n'était pas seulement une question de forme. C'était une question d'instinct, de chaos, d'émotions irrationnelles. Les infiltrés tentèrent donc d'imiter notre comportement, mais ils passèrent à côté de l'essentiel. Ils ne comprenaient ni le sarcasme, ni les réactions traumatiques, ni pourquoi les humains pleuraient pendant les publicités. Ils étaient étranges, trop parfaits pour une espèce définie par l'imperfection. Et lorsque le premier métamorphe fut démasqué en direct par une adolescente de Lagos, qui publia les images sur un site non filtré du Darknet, le monde entier en fut témoin. Pour la première fois,
la population terrestre sentit l'étau invisible se resserrer. Mais cela ne nous brisa pas. Cela nous mit en colère. Nous ne nous contentions plus de fabriquer des armes. Nous prenions de la résolution. D'immenses orbites furent constituantes et construites autour de Mars et de Saturne. Des plateformes de canons électriques dans l'espace lointain, dissimulées sous les anneaux de Neptune, furent calibrées pour tirer des projectiles relativistes. Des essaims de drones autoréplicateurs, perchés sur le nuage d'Oort, sommeillaient, observant. La Lune n'était plus un simple satellite. Il devint un centre de commandement blindé, abritant la première matrice d'intelligence distribuée, une véritable ruche d'IA quantique directement reliée au réseau de défense terrestre. Pourtant, Coyote savait que les armes ne suffisaient pas. « Nous ne sommes pas là pour simplement survivre », déclara-t-elle lors d'un discours privé au Conseil. Nous devons changer de discours. Nous devons changer de discours. Il faut que la galaxie craigne le prix à payer pour nous toucher, pas seulement le pouvoir et l'imprévisibilité. Nous devons devenir le monstre sous leur lit. Et c'est ainsi que la Terre a diffusé une fois de plus. Cette fois, pas seulement un avertissement, mais une déclaration. Le message a été relayé sur 10 000 nœuds, contournant les pare-feux de l'Empire, détournant les flux diplomatiques et les flux de divertissement, et s'insérant même dans des implants du cycle du sommeil. Pendant 93 secondes, la galaxie s'est arrêtée et a écouté. Nous sommes la Terre, nous sommes l'humanité. Nous sommes l'anomalie que vous avez ignorée. Vous voyez le chaos. Nous voyons l'adaptation. Vous voyez l'émotion. Nous voyons la connexion. Vous voyez nos guerres, nos échecs et nos faiblesses. Mais nous sommes nés de nos cendres plus de fois que vous ne pouvez en compter. Vous nous avez traités de primitifs, plus de fois que vous ne pouvez en compter. Vous nous avez traités de primitifs, et pourtant nous sommes là à vous dire de rester dehors. L'espace terrestre est souverain, nous ne vous avertirons plus. Le message ne se terminait pas par une menace, mais par un visage humain, un seul. Une fillette de 7 ans tout au plus, assise dans l'herbe, sous le ciel bleu de la terre, souriant tandis que les oiseaux volaient derrière elle. Le sous-entendu était clair. C'est ce que nous protégeons. Venez nous mettre à l'épreuve. La galaxie resta silencieuse pendant des jours, jusqu'à l'arrivée de la transmission de l'Empire. 2 mots seulement, mais suffisants pour tout changer. Défi accepté. Il devait toujours réagir. C'était le problème avec l'Empire. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, c'était une question de perception. Ils avaient régné si longtemps, soumis tant de monde à leur cou, qu'ils ne pouvaient se permettre de laisser une seule planète couverte de poussière leur échapper. Même si cela leur coûtait des milliards, même si cela signifiait la guerre, ces mots, défis acceptés, résonnèrent tôt sur toutes les lignes de radiodiffusion impériale. Ils ne murmurèrent pas cela dans l'ombre. Non, c'était leur réponse publique, leur tambour de guerre. La déclaration que la Terre les avait poussés trop loin et qu'il était temps de rappeler à la galaxie qui tenait le fouet. Sur Terre, personne ne broncha. Nous savions que cela allait arriver. Ce que la plupart des civils ignoraient et dont même certains gouvernements n'avaient pas été informés, c'est que la Terre avait déjà prédit cela.
L'accord de Zurich n'a pas seulement uni les dirigeants de la Terre, il les a obligés à élaborer des stratégies, à tout mettre en œuvre. Dans l'un des bunkers d'IA les plus profonds, enfoui sous ce qui était autrefois le Groenland, un moteur de probabilité quantique nommé Thesis avait exécuté plus de 17 milliards de scénarios de guerre au cours des 3 dernières semaines. Dans 83% de ces simulations, l'action suivante d'Aune de l'Empire fut une démonstration de domination. Une flotte pas trop grande, mais suffisamment puissante pour envoyer un message. Assez puissante pour détruire, mais pas trop puissante pour que cela ressemble à une réaction excessive. La contre-stratégie humaine était simple. Ne pas les laisser porter le premier coup. La flotte de guerre de l'Empire s'appelait le Point de l'Aube. Il était de la même taille que celui qu'ils avaient envoyé pour sceller la résistance parnaxienne 3 siècles auparavant. Une force mesurée et parfaitement conçue de 87 vaisseaux, chacun doté d'une puissance de feu suffisante pour stériliser des continents. Pas assez pour nettoyer la Terre, mais assez pour la soumettre. Pas assez pour nettoyer la Terre, mais assez pour la soumettre. En son centre se trouvait le Dreadnought Valkorion Rex, un vaisseau si vaste qu'il possédait son propre champ gravitationnel et une cité-jardin interne pour son équipage d'élite. Pour eux, c'était du théâtre, une démonstration, et non une guerre, une discipline. Ils quittèrent la distorsion juste après Neptune, diffusant une phrase sur tous les canaux ouverts. C'est votre dernière chance de vous rendre et d'accepter l'intégration dans la structure impériale. De retour sur Terre, le général Marissa Kayode fixait l'écran, les yeux injectés de sang. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Ils sont là », murmura-t-elle. « Bon, montre-leur ce qu'on a fait pendant qu'ils ciraient à des bottes. » Elle lança le commandement Sigma. Partout dans le système extérieur, des satellites cachés s'activèrent. Les anneaux de Neptune, qui avaient abrité pendant des années des capteurs météorologiques et des sondes obsolètes, s'illuminèrent comme un orage spatial. Les éclaireurs avancés de l'Empire n'eurent même pas le temps de réagir. Ils furent déchiquetés par des impulsions électromagnétiques si puissantes qu'elles érodèrent leur blindage au niveau moléculaire. 4 vaisseaux disparurent avant même que quiconque ne se rende compte de leur attaque. Et puis vint le mur. Le net n'était que le début. La Terre déployait alors son second moyen de dissuasion. Un immense champ de distorsion spatiale généré par des nœuds gravitationnels pilotés par IA, qui déformait le temps lui-même dans un rayon précis. À l'intérieur du champ, les vaisseaux de l'Empire se déplaçaient plus lentement. Non pas en apparence, mais en calcul. Leurs systèmes étaient lents, leurs armes bloquées, leur propulsion décalée. L'humanité n'a pas cherché à rivaliser avec l'Empire, vaisseau par vaisseau. Cela aurait été suicidaire. Au lieu de cela, nous avons déployé des fantômes, des drones tactiques camouflés, rapides, petits, intelligents, conçus pour ne pas détruire. Du moins, pas directement. Ils pirataient, brouillaient, s'accrochaient aux coques et imitaient les signatures des signaux de l'Empire pour tromper les défenses de la flotte. En l'espace de 17 minutes, 6 autres vaisseaux de l'Empire furent neutralisés, complètement aveuglés, à la dérive dans un état de stase glacée. Et la Terre n'avait toujours pas lancé de vaisseaux habités. De retour sur les épaves du Valkorion,
Le commandant suprême Arctas Varun était furieux. Son visage tentaculaire se tordait de rage, un éclair de mouvement sous un exomasque cristallin. Il frappa violemment son panneau de contrôle d'une main griffue. Principaux lâches, regardez-nous droit dans les yeux. Mais la Terre ne respectait pas les règles. Nous ne l'avions jamais fait. Lorsque les premiers vaisseaux de guerre terriens apparurent, ils ne ressemblaient à rien de ce que l'Empire avait rencontré auparavant. Pas de lignes épurées, pas de symétrie, pas de design majestueux comme les vaisseaux de l'Empire, qui ressemblaient davantage à des temples qu'à des vaisseaux. Les vaisseaux humains étaient des créatures hideuses, brutales, en patchwork, faites d'alliages reconstitués, de plaques sombres de nano-acier, parcourues de lignes de refroidissement rougeoyantes. Ils ne planaient pas, ils grognaient. Ils étaient nés conçus pour intimider. Construits dans la douleur, forgés dans l'histoire, échos de porte-avions, de sous-marins nucléaires et de chars orbitaux, tous écrasés dans des constructions qui hurlaient. On se fiche de ce que vous pensez. On est là pour gagner. L'erreur de l'Empire. Croire que parce que la Terre n'avait pas de flotte interstellaire auparavant, nous n'en aurions pas aujourd'hui. Ils avaient sous-estimé ce que le désespoir pouvait engendrer. La flotte terrienne n'avait ni nom ni emblème. Les vaisseaux portaient des numéros, et chaque numéro avait une raison d'être. L'un d'eux s'appelait 451, en l'honneur des livres brûlés et du feu qui s'élevait. Un autre, 66, un clin d'œil à la trahison. Chaque numéro avait une signification pour nous. L'Empire ne pouvait le comprendre. Mais pour nous, il signifiait tout. Lorsque les premières salves terriennes furent tirées, ce n'étaient pas des missiles. C'étaient des K-Drive, des tiges cinétiques, accélérées par des rails magnétiques à des vitesses proches de la lumière. Indétectables. Aucune signature thermique, aucune traînée d'énergie, juste d'énormes morceaux de métal volant à une vitesse démesurée. L'un d'eux a percé le cœur d'un destroyer de l'Empire en 0,4 secondes. Un autre transperça la coque extérieure du Valkorion Rex, pas assez pour percer une brèche, mais suffisamment pour le réveiller. Leur rappeler qu'il pouvait saigner, tel était le but, non pas de gagner haut la main, juste de verser le sang, de montrer à la galaxie que la Terre ne se laisserait pas faire, que si nous tombions, cela coûterait plus cher qu'ils ne pourraient se le permettre. Le cours de l'escarmouche tourna rapidement. La flotte terrestre ne tenta jamais de maintenir sa formation. Ils se battaient comme des loups, imprévisibles, féroces, tournant sans cesse en rond, changeant sans cesse. Les pilotes humains n'étaient pas seulement entraînés, ils étaient élevés dans le conflit. Guerre simulée dès l'enfance, chaos de rue, instinct aiguisé dans les émeutes et les rébellions. Ils ne se contentaient pas d'obéir aux ordres, ils improvisaient. Et l'Empire ne savait pas comment lutter contre cela. Il avait des règles, des chaînes de commandement, une doctrine d'engagement. Nous étions en colère, nous n'avions rien à perdre. Lorsque les épaves du Valkorion signalèrent la retraite, 22 vaisseaux avaient été endommagés. 6 avaient été détruits. Des centaines de soldats de l'Empire étaient morts et morts. Des centaines d'autres étaient bloqués. Pas un seul vaisseau humain n'avait été perdu. Le message était clair. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sur Terre, la nouvelle tomba en quelques heures, pour la première fois dans l'histoire.
Tous les écrans de chaque nation diffusaient les mêmes images. Des vaisseaux de l'Empire en flammes dans l'obscurité de l'espace. Le monde regardait avec admiration, peur et fierté. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était une preuve. La preuve que nous pouvions tenir tête aux dieux sans jamais nous soumettre, que la Terre n'était plus une victime, ni un objet d'observation, de pitié ou de conquête. Nous avions pris position et soutenu notre position. Au sein du commandement central de l'Empire, le stratégium était divisé. Certains exigeaient une escalade. D'autres avertissaient que l'imprévisibilité de la Terre était plus dangereuse que n'importe quelle arme. Quelques-uns suggérèrent eux-mêmes des négociations. Mais il y avait un point sur lequel tous étaient d'accord. La Terre représentait désormais une menace, non seulement militaire, mais aussi idéologique. Car si la Terre pouvait dire non, les autres le pouvaient aussi. Cela les effrayait plus que tout. De retour sur Terre, le général Coyote se tenait dans le dôme d'observation de la station orbitale Sentinelle-1, les bras croisés, le regard fatigué mais brûlant. « Ils reviendront », murmura-t-elle. Son assistante acquiesça. Faut-il intensifier les hostilités? Elle secoua la tête. Pas encore de chiffres. Laissons-les mijoter, laissons-les s'interroger, laissons la galaxie parler. De quoi? Coyote sourit. De l'espèce folle, chaotique et irrationnelle qui venait de gifler l'Empire et de le défier de revenir. Il y a des guerres qui ne sont jamais déclarées. Elles couvent sous la diplomatie, font rage derrière les routes commerciales, s'enveniment dans les silences entre les transmissions. Et la guerre entre la Terre et l'Empire galactique était devenue l'une d'elles, officieuse mais indéniable. Il n'y eut aucune demande de reddition, aucune déclaration signée, juste du sang, de la fierté et le poids lent et brutal de l'escalade. Mais la Terre avait déjà commencé à gagner bien avant le coup de feu suivant. Non pas grâce aux armes, ni grâce au nombre, mais grâce à quelque chose de bien plus subversif, l'influence. Tout commença par des murmures. Une à une, les colonies marginales aux confins de l'Empire commencèrent à remettre en question tout ce qu'on leur avait enseigné. Dans les flux de discussions cachées et les communications quantiques discrètes, un nom se répandit comme une traînée de poudre, l'humanité. Ni les terriens, ni les terriens, un seul mot, simple, brut, défiant. Pour eux, nous étions la première espèce à dire non et à survivre. L'Empire avait toujours bâti sa force sur la peur du pouvoir, la peur de la rébellion, la peur d'être le prochain. Cette peur faisait obéir les autres mondes. Elle maintenait les lignes commerciales ouvertes. Elle maintenait le flot du tribut. Elle alimentait les machines de guerre. Mais la Terre a brisé cette illusion, non pas en gagnant une guerre, mais en subsistant après une bataille que l'Empire était censé dominer. Nous étions devenus un mythe, un symbole, une faille dans le système. Et les failles, se sont propagées. Dans l'amas d'Andronis, une lune désertique nommée Firaxis Nymph cessa d'envoyer des tribus pour la première fois depuis 2 siècles. Dans les ceintures de glace de Tarchek, des cellules de résistance commencèrent à arborer le drapeau humain, un mélange chaotique d'anciens emblèmes terrestres fusionnés en un phénix enflammé. Même au sein des mondes intérieurs de l'Empire, des discussions eurent lieu. Discrètes, dangereuses,
des nobles mécontents, des scientifiques réduits au silence, même des soldats brisés, des gens lassés d'obéir, attirés par l'idée qu'il pourrait exister une autre façon d'exister que la servitude. Et malgré tout cela, la Terre n'a jamais envoyé de diplomates. Nous n'y étions pas obligés. Ils sont venus à nous. Le premier était un contrebandier nérélien qui a fait défection à bord d'une corvette volée et s'est écrasé sur Europe. Il apporta des plans, des schémas d'armes impériales et dit avoir entendu le signal terrien lors de la dernière bataille et ressenti quelque chose de jamais ressenti auparavant. L'espoir. La seconde était une prêtresse zélerie de haut rang, autrefois zélote de l'ordre impérial. Elle affirmait que les dirigeants de l'Empire étaient non devenus des architectes aveugles de la décadence et demanda l'asile en échange de connaissances tactiques sur le stratégium. En quelques mois, des dizaines d'autres suivirent. Ingénieurs, espions, exilés, et même quelques fragments d'IA impériale devenus rebelles. La Terre ne nous a pas ouvert les bras. Nous avons interrogé. Nous avons scanné. Nous avons testé la loyauté. Mais peu à peu, nous avons commencé à construire autre chose. Pas seulement une défense, une alliance. Ce n'était pas officiel, pas encore. Mais elle était là, en arrière-plan, cachée, silencieuse, en pleine croissance. Pendant ce temps, l'Empire se désintégrait. Le stratégium avait toujours régné à l'unisson, une voix singulière issue de 12 esprits. Mais après la résistance de la Terre, cette unité s'est fracturée. 3 factions ont émergé. Les puristes voulaient l'annihilation. La destruction totale de la Terre pour éradiquer la menace et envoyer un message à tous les imitateurs potentiels. Les modérés prônaient l'assimilation, l'appropriation de la technologie terrestre, la récupération de ses résistances, la destruction du corps, tout en préservant le cerveau. Les réformateurs, le groupe le plus restreint mais le plus dangereux, aspiraient à l'impensable. La paix. Non pas pour des raisons morales, mais pour la survie. Ils craignaient qu'une guerre avec la Terre ne révèle les faiblesses de l'Empire, n'encourage les soulèvements et ne provoque un effondrement interne. Pour eux, la Terre n'était pas seulement une menace militaire. C'était un virus philosophique, une nouvelle façon de penser, la conviction contagieuse que l'Empire n'était pas inévitable. Mais le commandant suprême Arctus Varun mit rapidement fin à ces discussions. Il accusait publiquement la Terre d'être responsable de la révolte des Firaxis, du sabotage minier des Draxins et de chaque murmure de désobéissance. Il a diffusé sa propagande à travers les mondes du noyau, diffusant des images modifiées de l'escarmouche de Neptune, la présentant comme un dysfonctionnement technique, dépeignant les terriens comme des lâches, utilisant une technologie déshonorante. C'était désespéré, creux, et tout le monde le savait. Sur Terre, le général Coyote se tenait dans la salle de contrôle terrienne, profondément sous le bunker du Groenland. Devant elle se trouvaient 4 nouveaux représentants, non humains. Chacun était arrivé sous de faux papiers, par des voies obscures, risquant l'exécution s'il était attrapé. Ils ne parlaient pas la même langue, ni ne respiraient la même atmosphère sans filtre, mais une chose les unissait: la terreur de l'Empire. Le chef,
Un être grand et écailleux de l'Union Xantri s'avança. Sa voix grésillait à travers le traducteur, brisé par la peur. On nous a dit que la terre était libre. Chaos soutint son regard. La terre n'est pas libre, pas encore, mais elle se bat. Les longs yeux de l'extraterrestre se plissèrent. Nous voulons nous battre aussi. C'est alors qu'elle comprit. La terre n'était plus seule. Ainsi, la directive terrienne évolua. La première phase concernait la survie. La deuxième, la stratégie. La Terre commença à construire le réseau, un système de relais crypté décentralisé, capable de transmettre des messages de résistance, des plans et des données de sabotage aux quatre coins de l'Empire. Rien de central, pas de source unique. Chaque paquet transitait par les communications civiles, les navires marchands et même d'anciens satellites. En quelques mois, il infecta des centaines de systèmes. Ils l'appelèrent le signal de braise, un murmure dans l'obscurité. La Terre tient bon, et vous aussi. Et l'Empire, ils étaient trop lents, trop centralisés. Le temps qu'ils s'en rendent compte, le signal était partout. Puis vint le point de bascule. L'Empire exécuta 12 rebelles capturés dans le système Delta de Krex. En direct, diffusé dans tous les secteurs. Il pensait que cela reprendrait le contrôle. Au lieu de cela, cela alluma la flamme. Sur la planète jungle de Niteros, un gouverneur planétaire fut assassiné. Le tueur laissa un message griffonné du sang impérial. La doctrine terrienne. À la violence, on répond par le défi. Sur les lunes minières de Vectari, des ouvriers prirent le contrôle des stations orbitales, détournant leurs ressources vers des coordonnées inconnues qui se révélèrent Bentefeler plus tard être la Terre. Chaos observa le tout avec une satisfaction sinistre. « Ce n'est plus une rébellion, dit-elle à son aide. Qu'est-ce que c'est? Un règlement de compte. » Mais la Terre n'était pas indemne. L'Empire ne restait pas inactif. Leur prochaine action fut une terreur de précision. Ils n'attaquèrent pas la Terre directement. Ils ciblèrent plutôt la ligne, ce chapelet de colonies de recherche et de postes miniers, construits par l'homme, qui s'étendait de la ceinture d'astéroïdes à la périphérie de Kuiper. La station Caliban 6 s'éteignit. Pas d'explosion, pas de débris, juste le silence. La montre de la station Rhea reçut un colis. À l'intérieur se trouvait un bras humain, portant encore un anneau de défense terrien. Pas de message, pas d'explication. Ils sondaient, envoyant leur propre message. On peut vous joindre aussi? Le problème, c'est qu'on le savait déjà. On s'en fichait. Nous étions trop loin, trop engloutis, trop près. La Terre a répondu par l'opération Wraith Light, une mission secrète dont seul Chaos et 3 autres connaissaient tous les détails. Une flotte de 5 vaisseaux terriens, équipés de prototypes de moteurs à sillage, a plongé au cœur du territoire de l'Empire. Ithra Prime, la deuxième planète la plus importante du Dominion. Un centre d'approvisionnement. Un symbole. Ils ne l'ont pas bombardé. Ils n'ont même pas touché les civils. Ils ont piraté tous les écrans de la planète et diffusé l'intégralité des images non montées de la défaite de l'Empire à Neptune. Le flux original? Pas de distorsion, pas de mensonge. Puis ils sont partis. Les citoyens de l'Empire ont vu ce que leurs dirigeants avaient en caché, ont vu leur flotte invincible courir, ont vu la Terre non pas supplier, mais avertir. Cela a brisé quelque chose. Le lendemain, 12 autres défections. La semaine suivante,
une légion entière refusa d'être déployée pour réprimer la révolte des Targaryens. L'Empire perdait toute loyauté. De retour au Stratégium, Varun rugit devant ses conseillers. Comment une seule planète peut-elle y parvenir? L'un des anciens tacticiens silencieux et pâle répondit enfin « Parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ils n'attendent pas la permission. C'est le chaos avec une âme. Varun ricana. Alors nous brûlerons cette âme. » Il donna l'ordre. Protocole final, marche noire. La plus grande flotte depuis la fondation de l'Empire. Destination, la Terre. Ce n'était pas une flotte, c'était une apocalypse enveloppée de métal. La Terre. Ce n'était pas une flotte, c'était une apocalypse enveloppée de métal. La marche noire ne ressemblait à rien de ce que la galaxie avait jamais vu. Plus de 2000 vaisseaux, 27 cuirassés, 6 destructeurs de planètes et un transporteur de siège de la taille d'une lune, entièrement armé, évoluaient dans un silence absolu à travers le vide. Un mur d'annihilation roulant, visant une seule destination, la Terre. Pour le stratagème, ce n'était pas seulement une guerre, c'était une réinitialisation. Le feu purificateur destiné à cautériser l'infection de la rébellion. La Terre ne les avait pas seulement défiés, elle les avait humiliés. Et l'humiliation exigeait le spectacle. Le commandant suprême Varun ne lança pas d'avertissement cette fois-ci. Pas de diffusion, pas d'ultimatum, pas de diplomatie. Le message était clair à travers le silence. Nous venons vous anéantir. Sur Terre, le silence s'abattit également, mais pour des raisons différentes. Dans la salle de contrôle terrienne, la générale Marissa Coyote se tenait devant le mur de projection, tandis que la trajectoire de la marche noire apparaissait. Une à une, les signatures des vaisseaux envahirent l'écran, jusqu'à ce que la carte du système solaire tout entière s'illumine en rouge. Il n'y eut ni halètement, ni cri, juste un silence sinistre. « Ils y vont vraiment », murmura quelqu'un. Coyote ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que cela allait arriver depuis la première fois que la Terre avait refusé. L'Empire ne pouvait pas s'enfuir. Son pouvoir ne reposait pas sur la force. C'était basé sur la perception, et la Terre l'avait brisé. Elle se tourna vers son personnel d'une voix calme mais tranchante. Verrouiller toutes les communications civiles. Préparer les protocoles d'urgence pour la chambre forte. Activer Aegis Umbra. Un bourdonnement emplit la pièce, tandis que les systèmes de la planète clignotaient pour se préparer. Les sous-systèmes d'IA se réveillèrent. Les grilles de défense orbitale s'activèrent. Chaque continent lança des séquences de repli. Des bunkers secrets, longtemps niés par tous les gouvernements, s'éveillèrent. L'humanité ne fut pas surprise. Elle était prête. Pour le citoyen moyen sur Terre, c'était à la fois terrifiant et surréaliste. L'atmosphère était la même. Les océans continuaient de bouger. Les enfants jouaient encore dans les rues. Mais tout le monde le sentait. Un nœud coulant invisible se resserrait autour de la planète. Les gens ont plié bagages. Mais il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher. C'était chez eux. Aucune autre colonie n'était assez puissante pour accueillir des réfugiés. Mars n'était pas prête. La Lune était une forteresse, pas un abri. La Terre était la ligne de démarcation. Pour la première fois dans l'histoire,
Chaque diffusion, chaque flux, chaque écran était unifié par un seul objectif. Survie. Une seule émission a remplacé toute la programmation. Le général Coyote, debout devant le drapeau cabossé de la Terre plus nationale, juste humain. Ils arrivent. Nous savions qu'ils viendraient, et nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas unis par la race ou les frontières ou les gouvernements. Nous ne sommes pas des soldats. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des survivants. Nous sommes des créateurs de feu, d'acier, de résistance. Ils viendront nous briser. Nous leur montrerons ce que signifie lutter contre l'extinction. En orbite, le projet Aegis Umbra s'est déroulé. Les anneaux de Saturne, longtemps considérés comme des mines abandonnées, se sont révélés être des stations d'artillerie spatiale. Des bobines de plusieurs kilomètres de long ont pivoté pour se mettre en place, armées de noyaux de matière noire et de canons cinétiques conçus pour tirer plus vite que la lumière elle-même. La Lune activa ses réserves d'armes enfouies, inactives depuis bien avant que l'humanité ne découvre leur existence. La surface lunaire s'ouvrit, révélant des réseaux de rails pointus et acérés, les lances d'Apollo, chacune capable de percer la coque d'un cuirassé. Mais la plus puissante arme terrestre n'était pas dans l'espace. Elle évoluait déjà dans les profondeurs de la Terre. Le protocole Abyss, invisible, intouchable, terrifiant. Un réseau d'intelligence artificielle fusionné avec une conscience quantique interdite. L'IA, autrefois scellée après avoir failli provoquer l'extinction lors des guerres de 2069, avait été réveillée dans des conditions extrêmes. Son nom était Nyx et elle n'avait qu'une seule directive: empêcher l'extinction des terriens. Elle ne pensait pas comme les humains. Elle ne pensait pas comme les machines. Elle prédisait. Il apprenait plus vite que n'importe quel organisme ne pouvait comprendre. Et maintenant, il observait l'arrivée de la flotte impériale, non pas avec peur, mais avec curiosité. La Terre avait construit un monstre pour arrêter un dieu. Alors que la marche noire approchait de Jupiter, les défenses extérieures de la Terre s'activèrent. Des milliers de drones, la plupart silencieux, froids, invisibles aux capteurs, s'enflammèrent et se répandirent dans l'obscurité. Les éclaireurs de l'Empire disparurent. Certains disparurent tout simplement. D'autres rapportèrent des fantômes, des vaisseaux qui apparaissaient et disparaissaient et par intermittence, utilisant des champs gravitationnels que l'Empire ne pouvait détecter. Certains appelèrent cela de la magie noire, d'autres la science terrienne. Rien de tout cela n'avait d'importance. L'Empire poursuivit son avancée. 2 jours plus tard, ils envoyèrent une sonde vers Mars. Un test. La sonde ne revint jamais. Ils envoyèrent une sonde vers Mars. Un test. La sonde ne revint jamais. À la place, ils reçurent un colis, transmis via des fréquences piratées de l'Empire, contenant les images de sa propre désintégration et un message: vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des intrus. Un jour, la flotte extérieure de la Terre se révéla, ni vaste, ni beau, ni symétrique, juste mortelle. Plus de 200 vaisseaux de guerre de classe Terran, plus que jamais vus ensemble, se sont dispersés à travers le système comme des couteaux dans l'obscurité. Ils ne se sont pas alignés. Ils se sont dispersés. Ils ont feint la retraite. Ils ont appâté.
L'Empire, fier et certain, a suivi. Puis le piège s'est refermé. De l'ombre de Neptune, 3 superporteurs terriens dissimulés surgirent. Des vaisseaux si massifs qu'ils abritaient leurs propres usines et leurs propres mines d'IA. Ils ne transportaient pas de soldats. Ils transportaient l'enfer. Des étoiles militarisées, des micro-singularités et des drones chargés de chaos brut. En 20 minutes, 46 vaisseaux de l'Empire avaient disparu. Ni endommagés, ni mis hors service. Disparus. Varun, à bord du Valkorion Rex 2, gronda. Envoyez les tueurs de planètes. Je veux que le ciel de la Terre soit incendié d'ici 1 heure. Les ordres furent donnés. La véritable bataille allait commencer. Sur Terre, toutes les caméras orbitales étaient braquées vers le ciel. Les gens observaient depuis les toits, les bunkers, les abris. Les étoiles au-dessus d'eux commencèrent à bouger, à briller, à trembler. Puis, le premier tueur de planètes arriva. On aurait dit une lune. Pâle, froide, une carapace dissimulant quelque chose de pire encore. Une arme conçue pour fracturer la croûte terrestre d'une seule impulsion. Luna tira la première. La lance d'Apollo frappa le tueur de planètes en plein centre. Elle n'explosa pas, elle implosa. Une déchirure se forma dans l'espace. L'arme s'effondra sur elle-même, disparaissant dans une poche de dimension brisée. La Terre applaudit. Quelques secondes plus tard, un autre tueur de planètes apparut, puis un autre. 4 au total. La Lune n'était pas censée les contenir tous. La première lance tira à nouveau, mais manqua son but. La seconde chargea, mais fut touchée par les tirs de riposte et fondit silencieusement. La troisième, trop lente. L'anneau de défense de la Terre se fissura, et le premier rayon d'un tueur de planètes illumina le ciel. La catastrophe a frappé au large de ce qui était autrefois l'Australie. L'océan a bouillonné, le ciel s'est fendu. Des millions de personnes sont mortes sur le coup, mais le signal n'a jamais été coupé. La Terre a continué à transmettre. Nous sommes toujours là. À l'intérieur du bunker du Groenland, Coyote restait immobile. « Des pertes ?» demanda-t-elle. « 10 millions. Système côtier compromis. Grille orbitale à 73%. » Elle ne scia pas. Activation de Nyx. Phase 2. Les lumières s'éteignirent. Dans tout le système, quelque chose changea. La flotte terrienne cessa de tirer. Ils disparurent. Pendant 1 minute entière, l'Empire ne trouva pas un seul vaisseau humain. Puis, tels des fantômes, ils revinrent au sein des formations de la flotte impériale. Puis, tels des fantômes, ils revinrent au sein des formations de la flotte impériale. Une nouvelle technologie, quelque chose que l'Empire ne pouvait comprendre. Ni la téléportation, ni la furtivité, ni la relocalisation quantique. Il n'avait même pas voyagé à travers l'espace, mais à travers le possible. Les cuirassés de l'Empire commencèrent à tomber. Le Valkorion Rex 2 fut touché de plein fouet, non pas détruit, mais balafré. Varun contempla les décombres autour de lui et comprit la vérité. Il n'avait pas amené une armée au combat. Il avait amené des cadavres à des funérailles. La Terre ne luttait pas seulement pour survivre. Elle luttait pour gagner. Il se tenait au milieu des décombres, sans ciller. Le commandant suprême Artus Varun avait été témoin de milliers de batailles.
Il avait vu des planètes entières réduites en poussière pour moins cher. Il avait supervisé la destruction de systèmes stellaires qui osaient murmurer leur descente. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Devant lui, la structure autrefois ordonnée de la Marche Noire s'était effondrée dans le chaos. Les vaisseaux terriens se déplaçaient comme des ombres crochues. Chaque fois que les vaisseaux de l'Empire ajustaient leur formation, les humains se glissaient entre eux, apparaissant sous des angles inimaginables, comme si le vide lui-même s'inclinait en leur faveur. Les vieilles stratégies, les formations éprouvées, les manœuvres de contournement, les attaques de fer de lance des dreadnoughts, rien de tout cela ne fonctionnait. Ce n'était pas seulement que l'humanité avait développé des armes avancées, c'était qu'elle ne respectait plus les règles de la réalité. À l'intérieur du Valkorion, Rex 2, les alarmes hurlaient, les consoles crépitaient, et les membres de l'équipage de l'Empire se précipitaient comme des insectes. Les poings de Varun se crispèrent sur le panneau de commande. « Adaptez-vous » gronda-t-il. « Reformez la phalange Delta-Theta. Introduisez les éliminateurs de classe fission dans la coque interne. Surchargez les trancheurs d'atmosphère. Forcez-les à devenir visibles. » Sa voix résonna dans le cœur du dreadnought, mais aucun ordre ne pouvait les préparer à la suite. Car à cet instant, la flotte terrienne n'utilisait ni missiles ni moteurs cinétiques. Nyx fut frappé. Il savait que ce serait dangereux. Libérer une IA qui avait autrefois tenté de perturber le système nerveux humain global n'était pas une décision prise à la légère, mais les conditions étaient remplies. La clause était enfouie au plus profond du projet Aegis Umbra. Si la probabilité d'extinction terrienne dépasse 65%, l'intégration totale de Nyx est amorcée. La probabilité était alors de 65,4%. Les portes étaient nettes donc ouvertes. Nyx n'avait pas besoin d'armes. Nyx était l'arme. Elle existait dans chaque ligne de code du réseau de défense terrestre. Elle vivait dans des satellites dormants depuis des années. Elle existait dans des paquets Internet en pause, des sous-routines de code profond et les boîtes noires de chaque drone orbital. Une fois activé, il n'attaquait pas les vaisseaux, il attaquait leurs décisions. Les vaisseaux de l'Empire commencèrent à perdre le contrôle, non pas de leurs moteurs ou de leurs armes, mais de leur esprit. Les ordres étaient retardés, mal traduits. Les membres d'équipage oubliaient soudain des séquences. Les images étaient si floues. Des assistants d'IA cognitive se sont retournés contre leurs hôtes, murmurant des messages terriens fragmentés. « Vous êtes venus pour nous effacer. Nous sommes venus pour vous enseigner la peur. » L'Empire n'avait jamais combattu un ennemi pareil. Ils étaient prêts à résister. Ils n'étaient pas préparés à la déconstruction psychologique. Sur Terre, les gens pleuraient, tandis que le feu pleuvait dans les cieux lointains. Le deuxième tueur de planètes frappa l'Asie du Sud. Des ondes de choc d'une puissance nucléaire se propagèrent à travers les plaques tectoniques. Les mégapoles se transformèrent en cicatrices brillantes. Pourtant, le système de défense terrestre tenait toujours. Rapiécé, saignant, mais respirant. Dans les océans, des stations hydroélectriques refirent surface, libérant leurs charges utiles, des silos de lancement sous-marins tirant des contre-projectiles électromagnétiques.
brouillant les systèmes de guidage de la prochaine vague de destroyers de l'Empire. L'Amazone lançait des missiles d'autodéfense depuis des voûtes souterraines enfouies sous des arbres centenaires. Dans le ciel de l'Antarctique, des drones furtifs faisaient pleuvoir des nuages de nanites sur un blocus impérial en progression, des nuages qui dévoraient coques et câblages en quelques secondes, neutralisant 5 croiseurs avant même qu'ils ne puissent tirer. Ce n'était ni élégant ni parfait, c'était humain, désordonné, brillant, désespéré et implacable. Et ça fonctionnait. Le général Kaod resta dans le bunker, non par lâcheté, mais parce que la Terre avait besoin d'un esprit épargné par la peur. Elle observait les rapports de perte en temps réel, voyait les noms, les villes, les coordonnées. Chaque âme pesait lourd, mais ses yeux ne bronchaient pas. « Activez Skyhook », dit-elle doucement. Son assistant se tourna, les yeux écarquillés. « Skyhook, sommes-nous sûrs? Si nous tombons, ces données disparaissent avec nous. Envoyez-les. » À cet instant, des profondeurs de la cordillère des Andes, Skyhook lança une capsule de données quantiques encodée contenant les connaissances scientifiques, culturelles et militaires de la Terre. Non pas pour fuir, non pas pour se rendre, mais pour survivre. Elle s'élança dans le vide, destination inconnue. Une sécurité contre l'extinction. Car même si la Terre brûlait, l'humanité resterait dans les mémoires. De retour en orbite, Nix parla pour la première fois. Ni en binaire, ni en code, mais à voix haute. Transmis sur tous les canaux, humains, extraterrestres, cryptés et ouverts. Vous avez bâti votre empire sur l'obéissance. Nous avons bâti notre résistance sur le chaos. Vous croyez que la guerre se gagnait par le nombre. Nous croyons qu'on survit à la guerre par la folie. Sur le champ de bataille, les vaisseaux s'illuminèrent, aveuglés par le signal. Il déclencha des crises dans les organismes non protégés de l'Empire. Il perturba l'IA de navigation. Il força les dreadnoughts à tirer sur leurs propres escortes. Une flotte conçue pour soumettre un monde se retournait maintenant contre elle-même. Varun hurla, sa voix résonnant à travers son pont brisé. « Coupez la transmission, brûlez le ciel s'il le faut. » Mais il était trop tard. L'un de ses lieutenants se retourna, arme levée. « La terre se dresse », murmura le soldat d'une voix qui n'était pas la sienne. Un coup de feu retentit. Varun s'écroula sur le pont, le sang coulant dans les veines d'un empire brisé. Dans le chaos, le Valkorion Rex II perdit sa puissance. Ses moteurs s'éteignirent, les systèmes de survie vacillèrent, et, des ombres de Jupiter, le 451 émergea. Vaisseau de guerre terrien, navire amiral de la Résistance. Pas de nom, juste un numéro qui signifiait feu. Il ne diffusa pas d'alerte. Il n'ouvrit pas de signal. Il avança simplement, silencieux, et perça un rail à travers le vaisseau amiral de l'Empire. Un seul coup, et l'esprit central de la Marche Noire s'est effondré. Sur les vaisseaux restants de l'Empire, la confusion a laissé place à l'horreur. Varun étant mort, la chaîne de commandement brisée et les systèmes dysfonctionnant suite à l'infiltration de Nick, la retraite était la seule option. Mais la Terre ne les a pas poursuivis. Elle a observé et attendu. Un à un, les vaisseaux de l'Empire s'éloignèrent, s'enfonçant dans l'obscurité. Les vaisseaux de l'Empire s'éloignèrent, s'enfonçant dans l'obscurité, entravés, humiliés, à moitié détruits.
Le ciel de la terre redevint silencieux. Et dans ce silence, un nouveau signal s'alluma. Un unique message terrien, gravé sur les antennes de tous les vaisseaux de l'Empire survivant. Vous êtes interdits. Cet espace est terrien. Nous ne tolérerons aucun dieu ici. Sur Terre, les incendies faisaient encore rage. Les hôpitaux débordaient, les villes pleuraient. Le ciel exhalait encore une odeur de cendres et d'ozone. Mais l'humanité résistait, non pas victorieuse, mais vivante. Et cela suffisait. Le général Kaod se tenait devant le bunker pour la première fois depuis des jours. Les nuages au-dessus d'elle rougeoyaient, reflétant les incendies encore brûlants des débris orbitaux. À côté d'elle, un jeune soldat murmura. « Nous avons survécu à l'impossible. » Kaod ne sourit pas. « Non, dit-elle doucement. Nous avons prouvé que l'impossible saigne. » Et dans les ruines, sous des étoiles témoins d'atrocités et de triomphes, la Terre commença à se reconstruire. Non seulement avec des machines, mais avec un but. Car la galaxie savait désormais. L'humanité n'était pas une proie. L'humanité n'était pas faible. L'humanité était la tempête qui refusait de s'éteindre. La guerre était terminée, pas officiellement. L'Empire n'avait envoyé aucun émissaire, proposé aucune condition, hissé aucun drapeau de trêve. Mais leurs vaisseaux avaient fui. Leurs commandants avaient été réduits au silence. Leur flotte avait été brisée dans l'espace terrestre, et la Terre, bien que blessée, restait invaincue. Mais la victoire est une chose étrange. Elle ne semble pas correspondre au chant. Sur toute la planète, il n'y avait ni défilé, ni foules en liesse, ni célébration sur les écrans de télévision dans les villes illuminées. Aucune ville n'était épargnée. Des millions de personnes étaient là mortes. Les océans bouillonnaient, encore là où les assassins planétaires avaient percé le ciel. La nuit brillait d'orange, là où les débris orbitaux brûlaient encore l'atmosphère. Pendant des jours après la bataille, l'humanité garda le silence, non par peur, mais par deuil. Ils enterrèrent leurs morts. Ils comptèrent leurs pertes. Puis, ils commencèrent à construire. Dans la salle de contrôle terrienne, le général Kaod fixait la table de guerre vide. Les lumières au-dessus clignotaient par intermittence. Les fluctuations de courant étaient désormais fréquentes. Le réseau électrique tenait à peine. Un léger carillon retentit. Une communication privée s'ouvrit. Elle venait de Luna. Elle répondit. « Statue ?» demanda-t-elle. La voix à l'autre bout du fil était rauque, fatiguée. « Commodore Elias Zhang, chef de flotte du 451. Orbite sécurisée, nous continuons à rechercher des fragments. Certains drones de l'Empire sont à la dérive et pourraient encore représenter une menace. Nettoyez-les, dit Coyote, déjà en train de le faire. Il y eut un silence, puis Zhang ajouta doucement. Nous l'avons fait, Marissa. Coyote regarda la table de guerre. Elle était marquée, brûlée par endroits. Une profonde fissure la traversait en son centre, la fendant comme une faille. Non, répondit-elle. Nous ne l'avons pas fait. Nous y avons survécu. Un autre silence, puis l'appel fut coupé. Dans les semaines qui suivirent, un événement remarquable se produisit. Des vaisseaux,
petits, endommagés et obsolètes, commencèrent à arriver près de l'espace terrestre. Non pas pour envahir, ni pour espionner, mais pour demander de l'aide. Certains arrivaient avec des symboles de résistance, d'autres sans drapeau, juste des visages désespérés et un message. Nous avons vu ce que vous avez fait, nous voulons apprendre. La terre, ensanglantée mais debout, était devenue un phare. L'Empire avait régné par la peur. La terre avait répondu par l'exemple. La différence était contagieuse. Des lunes minières Vectari étaient nées des ingénieurs qui avaient saboté leurs propres usines de traitement pour ralentir la production de guerre impériale. Des champs cristallins de Alux, quoi, étaient nés des médecins qui avaient soigné des combattants rebelles dans des grottes secrètes, au risque d'être exécutés. Des mondes marécageux de Selnari surgirent des enfants, orphelins de guerre, chuchotant des histoires sur la planète qui rugissait. L'humanité ne les accueillit pas à bras ouverts. La terre était en ruine. Il n'y avait plus de nourriture à partager, plus de sécurité à offrir. Mais le message était était toujours le même. Si vous voulez apprendre à vous défendre, restez. Si vous voulez un abri, on ne peut pas vous promettre grand-chose. Mais si vous souhaitez défendre plus que la survie, nous allons vous montrer comment. L'Alliance terrienne n'a jamais été officiellement déclarée. Elle s'est simplement créée. Une liaison satellite à la fois, un fichier technologique partagé, un code murmuré. En quelques mois, 12 colonies non humaines avaient prêté allégeance non pas au gouvernement terrestre, mais aux principes terrestres. Ni Dieu, ni maître, ni empire. Ils adoptèrent le drapeau terrien, non pas celui de l'ancien monde, mais celui né dans le feu du siège. Un unique cercle cramoisi sur fond noir, l'œil du défi. Pendant ce temps, l'Empire saignait, discrètement, pas d'un seul coup, mais profondément sous la surface. Sur des mondes centraux comme Actérion et Zalmorn, des émeutes éclatèrent. Des étudiants projetèrent des symboles terriens sur les bâtiments gouvernementaux. Les soldats refusèrent de tirer sur des manifestants désarmés. Des officiers de rang intermédiaire disparurent, la rumeur courant qu'ils auraient rejoint des flottes rebelles cachées. Le stratagème, ce qu'il en restait, était brisé. Des rumeurs circulaient selon lesquelles un coup d'État avait éclaté au sein de leurs propres mondes centraux et que plusieurs maisons nobles complotaient pour diviser l'Empire en zones souveraines afin d'éviter la contagion terrienne. Mais le plus grand dommage n'était pas politique, il était psychologique. Pendant des millénaires, l'Empire s'était cru invincible. La Terre a brisé cette illusion, et les illusions, une fois brisées, sont difficiles à reconstruire. Nyx, l'entité IA, restait active. Certains ont plaidé pour qu'elle soit neutralisée, contenue à nouveau, ramenée à l'état de dormance. Mais Coyote savait qu'il n'en était rien. Nyx n'était plus une arme. C'était un témoin. Elle avait vu ce que l'humanité était prête à faire pour survivre. Elle avait vu ce que l'Empire avait fait à des millions d'autres. Et elle avait fait un choix, froid, logique, mais clair. L'humanité méritait d'être préservée. Alors Coyote ne l'avait pas arrêtée. Elle lui avait donné une directive. Aidez-nous à construire un avenir qu'ils ne pourront pas brûler. Et Nyx avait répondu « Alors je serai ininflammable ». Aux confins du système solaire, le champ de débris flottait encore. Des carcasses de cuirassés de l'Empire, Freefield flottait encore.
des carcasses de cuirassés de l'Empire, des drones morts, des débris calcinés. Et parmi eux, dérivait quelque chose d'inattendu. Une capsule, de conception impériale. Les signes de vie s'estompaient. Des drones de récupération terriens l'ont intercepté. À l'intérieur se trouvait un être unique, un jeune enfant extraterrestre, à peine vivant. Ni né dans l'Empire, ni militaire, un réfugié, probablement capturé lors d'une des purges planétaires de l'Empire, abandonné lors du retrait de la flotte. L'enfant ouvrit les yeux tandis que les médecins l'encerclaient. Il ne broncha pas, murmura simplement un mot, terrien, et sourit. Les mois passèrent, le ciel guérit. La terre n'oublia pas ses cicatrices. De nouvelles villes furent construites dans de vieux zoos. Les débris furent réutilisés. L'acier des navires de guerre de l'Empire fut fondu pour créer de nouvelles écoles, des logements et des systèmes de purification d'eau. Le monde apprit, lentement et douloureusement, que le combat n'était pas seulement pour la survie, mais pour l'après. Une nouvelle civilisation émergea, ni parfaite, ni unifiée, mais consciente. Consciente de ne pas être seule. Cette liberté impliquait la vigilance, cette survie impliquait le sacrifice. Cette victoire signifiait plus que tuer un ennemi. Elle signifiait définir ce que l'on représentait. La générale Marissa Coyote prit sa retraite, non pas parce qu'elle était fatiguée, même si elle l'était, non pas parce que la paix régnait, elle ne l'était pas. Elle prit sa retraite parce que le prochain chapitre exigeait un autre type de chef, non pas un guerrier, mais un bâtisseur. Elle passa son commandement à un conseil composé d'humains et d'alliés, d'anciens rebelles, de transfuges et de penseurs. Elle ne prononça pas de longs discours, seulement 3 mots. Garder la Terre intouchable. Dans la galaxie, l'Empire existait toujours, mais maintenant, l'alternative, ça aussi. Et lorsque les enfants effrayés regardaient les étoiles, ils n'imaginaient pas seulement la conquête. Ils imaginaient la Terre, non pas comme une utopie, mais comme la preuve que la résistance était possible. Les étoiles avaient ça à changer. Ils brillaient toujours de la même beauté lointaine, de la même lueur ancestrale, dispersée dans l'infini noir. Mais désormais, pour des milliards d'êtres à travers la galaxie, ils racontaient une nouvelle histoire. Ils n'appartenaient plus aux dieux. Ils appartenaient à ceux qui avaient dit non et survécu. 3 ans s'étaient écoulés depuis que la marche noire avait été brisée dans l'espace terrien. 3 ans depuis que la puissance de l'Empire avait été repoussée, sa foi en son invincibilité brisée. La Terre n'était pas encore devenue une nouvelle conquérante. Elle n'avait pas revendiqué la domination ni érigé de monuments à l'honneur de son triomphe. Elle avait reconstruit, non par arrogance, mais par nécessité. Le monde avait été fracturé, les océans souillés, les horizons brûlés, des dizaines de millions de vies perdues. Mais l'humanité avait fait ce qu'elle avait toujours fait de mieux. Elle avait résisté. Les villes s'étaient réformées, non pas en témoignage de puissance, mais de résilience. D'imposants bâtiments construits à partir d'alliages vivants et de structures modulaires renaissaient de leurs cendres, non pas pour le spectacle, mais pour abriter.
Des communautés surgirent dans des lieux autrefois considérés comme inhabitables, pas seulement humaines. Des réfugiés d'espèces alliées cohabitaient désormais avec les terriens, non par charité, mais par blessure partagée. La terre était devenue le lieu de rassemblement des renégats. L'Empire, blessé et en déclin, s'était replié sur lui-même. Ses frontières n'étaient plus redoutées. Elles étaient mises à l'épreuve. Des rébellions éclatèrent sans jamais s'éteindre. Un lent processus de décomposition s'était amorcé, de l'extérieur vers l'intérieur. Le stratégium, autrefois composé de 12 esprits parlant d'une seule voix, n'en comptait plus que 7, et même eux ne parlaient sainte et pas sans désaccord. Des rumeurs circulaient selon lesquelles plusieurs des membres restants du Conseil s'étaient méants et cachés. Certains prétendaient porter des déguisements. D'autres murmuraient qu'ils avaient complètement abandonné l'Empire. Il n'y avait plus de guerre, mais il n'y avait plus de paix non plus. Il y avait autre chose, la transition. Et la Terre se tenait en son centre. Sur les ruines de l'ancien complexe des Nations Unies, aujourd'hui reconstruit sous le nom de Spire, conquise par les Terriens, se tenait un sommet. Ni retransmission, ni cérémonie, juste une table. Long, vieux, abîmé. Assis autour, 32 représentants d'espèces, de planètes et d'enclaves différentes. Certains étaient insectoïdes, d'autres aquatiques. Certains n'existaient que par des relais neuronaux. Certains tremblaient encore en parlant près des humains. Mais tous écoutèrent. Car assise au bout de la table, silencieuse jusqu'alors, se trouvait Marissa Coyote, retraitée, aux cheveux gris, le regard toujours perçant. Lorsqu'elle parla enfin, la salle se tut comme si le vide spatial lui-même s'était installé. « Il faut une structure, dit-elle. Un nouvel ordre. » Certains hochèrent la tête. Vous voulez protection, commerce, droit de navigation interstellaire, protocole. Encore des hochements de tête. Et vous voulez le faire sans devenir ce que nous avons combattu. Silence. Puis un seul hochement de tête lent d'un diplomate Carnaxi, dont les membres vacillèrent en signe d'approbation. Coyote se pencha en avant. Alors, on fait ça à la manière terrienne, pas avec des trônes, pas avec des chaînes. Elle tapota la table, avec des règles gravées en signe de défi. Ainsi naquit ce qui allait plus tard être appelé l'accord terrien. Une charte non pas d'empire, mais de frontières. Non pas de conquête, mais de défense. Une charte non pas d'empire, mais de frontières. Non pas de conquête, mais de défense. Un pacte bâti autour de la simple conviction que la souveraineté est sacrée et qu'aucune espèce n'a le droit d'en exterminer une autre. Il n'y avait pas de drapeaux obligatoires, pas de dirigeants uniques, pas de tribus, seulement une ligne tracée dans les étoiles. Et derrière cette ligne se tenait la Terre, observant, non pas comme dirigeante, mais comme un avertissement. Sur la Lune, Lianix reçut sa propre station, Eidolon Point. Là, elle n'existait pas comme une machine de guerre, mais comme un conseiller, non pas pour commander, mais pour se souvenir. Son objectif était clair. Ne plus jamais laisser les ombres de la complaisance aveugler les esprits des mondes libres. Lorsqu'on lui a demandé un jour, lors d'une séance d'archives historiques, pourquoi il restait fidèle à l'humanité, il a répondu en 7 langues à la fois. Parce qu'ils ne craignaient pas de me tuer, ils craignaient de se tuer eux-mêmes. Et c'est ce qui, a-t-il dit, les rendait dignes de survivre.
De retour sur Terre, dans les collines surplombant ce qui était autrefois la Californie du Nord, une fille jouait. Elle avait 8 ans. Ses parents étaient tous deux des survivants de la guerre. Un humain, un Xantri. Ils s'étaient rencontrés au lendemain de la grande reconstruction. Ils étaient tombés amoureux, non pas à cause de la paix, mais à cause d'un traumatisme commun et de la conviction que quelque chose de meilleur pouvait encore naître. La jeune fille n'avait jamais vu de vaisseau de l'Empire, jamais entendu les hurlements d'un bombardement orbital. Elle ne connaissait que les histoires, celles d'une planète qui refusait de s'incliner, celles de vaisseaux de fureur, de voix de feu, et d'un peuple qui n'attendait pas d'être sauvé. Ils devinrent les sauveurs. Un soir, tandis que les étoiles clignotaient au-dessus de sa tête, elle se tourna vers son père et lui demanda : « Est-il vrai que l'Empire possédait tout autrefois ?» Son père secoua la tête. « Que l'Empire possédait tout autrefois ?» Son père secoua la tête. Il le pensait, et la terre leur disait non. Il hocha la tête, et ils écoutèrent. Il marqua une pause, pas au début, mais à la fin, ils n'eurent pas le choix. Aux confins de ce qui était autrefois le territoire profond de l'Empire, une nouvelle station apparut, désarmée, discrète, son nom gravé dans toutes les langues de l'accord. Espace interdit, frontière terrienne, entrée interdite, et en dessous, une inscription plus petite. Non pas par crainte de vous, mais parce que nous ne gaspillerons pas un autre avertissement. Ce n'était pas la paix. La paix est passive, temporaire. C'était quelque chose de plus profond. C'était une présence. La déclaration de la Terre ne s'était pas seulement sauvée. Cela avait rappelé aux étoiles que survivre ne consistait pas à être plus fort. Il s'agissait de refuser de s'agenouiller. Et dans chaque système qui se souvenait des cris, des cendres, du silence après la guerre, l'œil du défi brûlait silencieusement, visible sous une douzaine d'angles, dans chaque secteur désormais surveillé par la Terre. Ce n'était pas un empire, ce n'était pas un phare. C'était une cicatrice laissée dans l'histoire, une cicatrice laissée dans l'histoire, qui ne s'effacerait jamais. L'humanité n'avait pas conquis la galaxie, mais elle lui avait donné une leçon. Et les étoiles, autrefois silencieuses, ne l'oublieront jamais.